proximité du champ. Voilà, Parfait. c'était juste un petit ajout par rapport à la présentation précédente. Donc moi, Ouais. je suis Thierry Chapuis du CNES, donc le CNES, Centre national d'études spatiales. Je travaille à la direction des innovations, des applications et de la science. Et dans cette direction, notre objectif, c'est de favoriser le développement d'applications qui utilisent soit des données, soit des technologies spatiales. Donc, je suis dans cette direction plus particulièrement chargé des thématiques forêt, des domaines d'usage forêt et agriculture. Donc, vous voyez que sur cette première planche, finalement, et j'y reviendrai, vous avez les trois technologies qui vont être intéressantes au niveau de l'agriculture, et elles sont aussi intéressantes pour d'autres domaines. Donc, en haut, vous avez un satellite qui s'appelle Sentinelle. Là, on est dans le domaine de l'observation de la Terre. Donc, en bas à droite, vous avez les satellites Galileo. Là, on va être sur la thématique de la géolocalisation par signaux satellitaires. Et à gauche, et on y reviendra parce qu'il y a pas mal de remarques qui ont été faites, en particulier sur les problèmes de zones blanches. Et là, je vous annoncerai aujourd'hui une initiative portée par le CNES et un acteur qui s'appelle Keneis, d'être capable de développer une solution d'IoT, d'Internet des objets, par satellite, et qui résoudra le problème des zones blanches. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Alors, donc, si j'essaye un petit peu d'expliquer l'objectif de ma présentation, donc clairement, nous aujourd'hui, les activités qu'on mène au niveau du CNES, c'est dans une logique de transition agroécologique. Aujourd'hui, elle est nécessaire pour plein de raisons, j'y reviendrai tout à l'heure, et les technologies spatiales vont contribuer à cette transition agroécologique. Elles ne seront pas suffisantes, mais elles vont y contribuer de manière significative. Donc, on va voir qu'elles vont y contribuer par rapport à la capacité de géolocaliser et de dater, n'oublions pas la notion de datation, un certain nombre de données, d'avoir la possibilité aujourd'hui, sur les systèmes en cours de développement, d'être capable de communiquer avec des capteurs localisés dans les champs, par exemple, quelle que soit leur zone. Donc, on s'affranchit des problèmes de zone blanche. Les satellites d'observation de la Terre ont un rôle fondamental, puisqu'ils ont une vision globale, ils peuvent aller aussi à une vision locale à l'échelle de la parcelle. Et grâce à ces satellites, on peut arriver à mesurer des paramètres qu'on appelle les paramètres biophysiques, qui sont très importants par rapport à la connaissance de l'état des cultures. Donc une fois qu'on a dit ça, on a derrière, grâce à ces données satellitaires et d'autres données, la capacité de développer des outils d'aide à la décision. Et ces outils de la décision peuvent être globaux, mais peuvent être aussi mis en œuvre dans le cadre d'une agriculture de précision. Quand on parle d'agriculture de précision, on gère la parcelle et on peut même aller sur de l'intraparcellaire, de regarder s'il y a l'hétérogénéité à l'intérieur d'une parcelle. Et après, je vais traiter aussi de deux éléments qui sont fondamentaux, et en particulier dans le cadre de l'Afrique, mais pas que l'Afrique. Aujourd'hui, c'est un problème réel pour tout le monde, c'est l'optimisation de l'utilisation de l'eau pour l'irrigation des cultures. C'est une problématique aujourd'hui où on doit s'améliorer. Et un autre élément, Et ça frise pendant 30 secondes. A priori, ça va revenir. Ça va revenir. Je peux le laisser attendre. sur lequel on travaille. Voilà. Alors, j'ai régulièrement des petites coupures de communication. Pourtant, je suis au CNES. Donc, comme je le vois apparaître, je m'arrête. Et bon, ça ne dure pas très longtemps. Donc, et le dernier point sur cette introduction, je parlerai aussi de la forêt, puisque la forêt, c'est aussi un élément fondamental, je dirais, de la géographie africaine, avec quelques informations sur les moyens d'observation. Et deux choses qui sont très, très importantes au niveau de la forêt, c'est l'estimation de la biomasse, pour plein de raisons, et les aspects suivis de la déforestation. Voilà, donc on peut passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, si on parle de l'agriculture, l'enjeu fondamental, c'est quand même de nourrir la population. Ça, c'est quand même le besoin fondamental. Avec aujourd'hui une population qui est toujours en forte croissance démographique. Donc ça veut dire qu'il faut être capable, avec une surface de terre cultivable qui ne change pas beaucoup, hein. Je dirais qu'aujourd'hui, la limitation de la surface de terre cultivable, c'est une réalité, hein. Il faut éviter de déforester pour cultiver un certain nombre de choses. Donc cet enjeu-là, c'est d'abord de nourrir la population. Donc de la nourrir,
en tenant compte du changement climatique qui est aussi, déjà une réalité, avec, des évolutions des températures, des régimes de pluie, valables, je dirais, dans beaucoup de régions de notre terre et l'apparition de phénomènes météorologiques extrêmes qui peuvent avoir des impacts très, très forts sur les cultures. Et tout ça, il faut le faire, en limitant, l'impact environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agriculture telle qu'elle a été faite, heu, au sortir de la guerre était une agriculture, on va dire, chimique qui a conduit à un certain nombre je dirais de problèmes au niveau de l'environnement et ça, il faut essayer aujourd'hui d'un petit peu d'inverser la tendance avec, 2 aspects, c'est, l'impact sur la biodiversité. Donc, aujourd'hui, reconstituer un peu cette biodiversité qui a été mise à mal et bien sûr, réduire, les émissions des gaz à effet de serre puisque l'agriculture est une contributrice des gaz à effet de serre de l'ordre à peu près de 20. Alors sur ces gaz à effet de serre, il y en a 3 principaux, donc il y a le dioxyde de carbone, le CO2, donc ça qui est plutôt associé à, je dirais, à la mise en œuvre de moyens pour cultiver les champs et après j'en parlerai pas trop dans cette présentation. On a 2 autres gaz à effet de serre qui sont très importants, donc l'émission de méthane, donc associée surtout à l'élevage. Donc émission de méthane qui est un gaz qui a un effet de serre très, très important, même s'il a une durée de vie dans l'atmosphère beaucoup plus courte et le protoxyde d'azote aussi qui est lié à l'utilisation d'engrais minéraux et donc c'est à la fois le méthane et le protoxyde d'azote sont des contributeurs, importants, à l'effet de serre. Voilà, donc on va passer à la planche suivante. Donc quand on parle de transition agroécologique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc il y a la première chose, c'est la régénération des sols. Aujourd'hui, l'agriculture telle qu'elle a été faite, a conduit à appauvrir les sols de manière même, dangereuse dans certains endroits. Et donc, si on fait cette régénération des sols, on va aussi souvent, favoriser la biodiversité. Donc, alors il y a plusieurs pistes possibles, hein. Je dirais qu'il y a pas une solution parfaite, mais, donc la mécanisation, donc on peut essayer de la réduire ou la rendre moins, je dirais «moins nocive» entre guillemets pour le sol. Donc par exemple, ce qui a été présenté par Hugo sur la partie robotique, par rapport en particulier à la problématique du tassement des sols est intéressant. Donc aujourd'hui, il faut travailler là-dessus. On sait que la diversification des cultures et allonger les rotations est un élément important. Souvent, on était enfin, en tout cas en Europe, sur des cultures biannuelles, donc avec, derrière un appauvrissement des sols qui en résulte. On est sur une logique aujourd'hui de ne pas laisser les sols nus, puisque c'est très mauvais par rapport justement les sols vont restituer du CO2, vont émettre du CO2 dans cette configuration. Donc on parle aujourd'hui de couverts intermédiaires comme un des moyens de stocker du carbone dans le sol. Donc après, bien sûr, les engrais minéraux qui ont un certain nombre d'inconvénients, essayer de les remplacer tant que possible par des engrais organiques ou par, une limitation de l'utilisation de ces engrais minéraux avec des techniques de modulation. C'est-à-dire qu'on essaie d'apporter vraiment ce qui est nécessaire et ne pas quelque part en mettre sans trop se poser la question si c'est vraiment nécessaire à un endroit ou à un autre. Et puis, un point très, très important, c'est des techniques de permaculture, donc utiliser quelque part toute la richesse de la biodiversité pour apporter, je dirais une agriculture plus naturelle et qui ne sera pas forcément, je dirais, négative en termes de rendement. Il faut bien voir que la transition agroécologique n'est pas for elle enfin, elle peut se faire sans impact sur les rendements si elle est très bien gérée. Donc quand on parle après de la réduction de quantité d'intrants, donc les intrants, c'est tout ce qui concourt à ce qui est nécessaire pour que la plante pousse. Donc on a bien sûr les engrais, donc et surtout, sur les engrais, minéraux, engrais azotés. Tout ce qui est produits phytosanitaires, donc que ça soit les fongicides, les insecticides ou les herbicides et naturellement l'eau qui est considérée comme un entrant. On va passer à la planche suivante. Donc, une fois qu'on a dit ça, on peut se dire: «Mais les technologies spatiales, en quoi elles vont pouvoir contribuer à cette transition?» Donc on a déjà cette notion d'observation de la Terre. Donc, voilà, je vous présenterai un certain nombre aujourd'hui de satellites qui permettent de le faire. Donc, on a une observation régulière, répétitive, de grands espaces avec quand même des très bonnes résolutions. Donc c'est énorme. Donc aujourd'hui et on a un programme européen, j'y reviendrai, qui s'appelle Sentinelle, qui permet aujourd'hui de se projeter dans l'avenir avec des données, des images gratuites et des images qui seront pérennes. Donc une fois qu'on a dit ça, ben, on peut faire plein de choses. On peut faire le contrôle de la mise en œuvre de politiques agricoles.
On peut travailler sur ce qu'on appelle l'occupation des sols, très, très important de savoir un petit peu comment est utilisée la ressource sol, au niveau d'une région, d'un pays ou d'une commune. On a des activités aujourd'hui sur les prédictions de rendement. J'aurai une petite planche, sur le sujet. Donc là aussi, ça peut servir à vérifier le contrôle de l'aménagement du territoire. Donc si on prend le cas français, on a quand même pas mal de lois aujourd'hui, justement qui encadrent cet aménagement du territoire et grâce aux satellites, on va pouvoir vérifier que cet aménagement du territoire est bien respecté, parce que sinon, si on doit le faire à la main, c'est pas possible. Il faut trop de ressources humaines et trop de temps. Et puis bien sûr, la surveillance de l'état des cultures, j'y reviendrai. Après, quelque part, tout ça, ça concourt à une numérisation de l'agriculture, hein, donc ce qu'on appelle l'agriculture numérique. Et ce qui est fondamental, il ne faut pas oublier, c'est qu'une donnée, si elle n'est pas géolocalisée et pas datée, vous en faites rien. Et donc aujourd'hui, ben, on peut le faire. Pourquoi? Parce qu'on a tout le monde a des smartphones, des tablettes, et cetera, où dedans vous avez une puce qui est capable de recevoir les signaux, des satellites de géolocalisation et qui naturellement va vous faire ce travail. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez ces données-là, les intégrer dans ce qu'on appelle des SIG, des systèmes d'information géographique, donc d'avoir de l'historique, de les travailler, et cetera. Donc là, on a aussi bien sûr, grâce à la géolocalisation précise, le guidage automatique de matériel agricole, donc je ne vais pas y revenir parce que la présentation précédente en parlait. Et puis il y a un élément qui est aussi très important, qui n'est pas satellitaire, mais à mon avis, il est vraiment très, très important, c'est que le satellite ne fait pas tout, il a besoin de vérité terrain. Si on n'a pas de vérité terrain, nous, on ne sait pas si ça marche. Et donc un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, il est très facile de développer une application, et alors avec une vision usage. Moi, je rejoins parfaitement ce qui a été dit lors de la première présentation ce matin. Il faut penser usage, il faut penser utilisateur. Et donc quelque part, l'utilisateur, il peut collecter plein de données, sur un smartphone ou sur une tablette, dans la mesure où on lui a mis une application qui répond à son besoin. Et le mode collaboratif est très important. Et donc ça veut dire que grâce à ça, on va pouvoir naturellement collecter de l'information qui correspondra à une réalité du terrain et qu'on pourra nous, utiliser pour vérifier que nos algorithmes qu'on va utiliser de traitement d'images, sont bons ou pas. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus, d'intelligence artificielle sur le traitement des images. Si vous n'avez pas de vérité terrain, vous ne savez rien faire. Il faut une base d'apprentissage. Alors, et le dernier point, c'est la communication satellitaire. Donc ça, c'est particulièrement applicable à l'Afrique et même en Europe et en France, on a toujours ces problèmes de zone blanche. Et là, je vous mentionnerai donc aujourd'hui une solution satellitaire qui sera disponible en 2023, donc qui est vraiment dédiée pour de l'internet des objets par satellite et qui permettra de récupérer à n'importe quel point du monde, des données, que ce soit un capteur météo, que ce soit la position d'un animal, et cetera. Il y a aussi des exemples qui ont été donnés en mentionnant des problèmes. Pour moi, à mon avis, avec cette solution-là, on les aura plus, ces problèmes. Voilà, donc on va passer à la planche suivante. Vous m'entendez? Voilà. On vous entend bien. Ça y est, on vous entend plus. Alors c'est une petite. Alors, donc j'avais un petit arrêt. Donc lorsque vous recevez un signal d'un satellite, donc de ce qu'on appelle les constellations de satellites, alors Galileo, GPS, et cetera, vous allez être capable de mesurer votre distance par rapport au satellite. Donc quelque part, ça veut dire que vous vous trouvez sur une sphère autour du satellite. Et avec 3 satellites, là c'est ce qu'illustre cette petite, animation. Bah, quelque part, vous allez déterminer 2 points d'intersection, puisqu'il y a des intersections de 3 sphères. Et sachant qu'un des points, il n'est pas sur la Terre, donc bah, globalement, le point qui est sur la Terre, c'est le point où vous êtes. Donc ça, c'est vraiment le principe. Après, c'est un peu plus compliqué dans les détails, mais c'est vraiment le principe de la géolocalisation par satellite, qui est basé sur ce qu'on appelle la trilatération. Donc on va quelque part connaître la distance aux différents satellites qui tournent autour de nous. Il faut savoir que il y en a, ils sont à peu près à 20 000 km d'altitude. Aujourd'hui, on a tout intérêt à utiliser, il y a la question qui a été posée, toutes les constellations, parce que plus vous avez de satellites, mieux ça vaut. Et sachant qu'aujourd'hui, il y en a 4 donc opérationnels, qui sont GPS, l'ancienne, GLONASS pour les Russes, donc GPS américaine, GLONASS pour les Russes,
Galileo pour l'Europe et Beidou pour les Chinois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, grosso modo, si vous êtes capable de traiter toutes les constellations, vous avez en permanence 30 à 40 satellites dans le ciel qui vont vous aider à faire cette localisation. Donc ça, c'était juste simplement pour expliquer le principe de la géolocalisation. On va passer à la planche suivante, s'il vous plaît. C'est possible de passer. Voilà. Donc là, c'est sur la notion d'Internet des objets par liaison satellitaire. Donc aujourd'hui, le CNES participe et participe aussi au capital d'une société qui s'appelle Kineis, hein, qui est une filiale de CLS, qui est aussi CLS étant elle-même une filiale du CNES, et donc qui est actuellement en développement avec un système qui sera complètement opérationnel en 2023. Donc 2023, c'est demain. Donc, elle sera basée sur une constellation de 25 satellites qui vont être lancés donc, en 2023. Et ces 25 satellites qui vont être répartis sur différents plans d'orbite, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'avec cette configuration-là, vous aurez une latence, donc c'est-à-dire combien de temps il faudra pour quelque part pour que votre message soit détecté, inférieur à 10 minutes. Enfin, plutôt de 10 minutes maximum. Donc ça veut dire que vous êtes sûr qu'au bout de 10 minutes, le message que vous voulez transmettre sera reçu par un segment sol qui va quelque part être en capacité de recevoir ces messages de partout dans le monde et de router vers les différents utilisateurs les messages qui les concernent via ce qu'on appelle des web services. Donc ça, c'est vraiment une vision mondiale qui permettra, à mon avis, de résoudre pas mal de problèmes de zones blanches. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà 8 satellites qui sont opérationnels et qui permettent quelque part de tester le concept avec un kit de développement, parce qu'il faut avoir un modem, enfin un certain nombre de choses qui sont disponibles qui permettent déjà de regarder la faisabilité. Si vous voulez tester un certain nombre de choses, on a des choses qui sont déjà opérationnelles et qui permettent de préparer en quelque sorte l'arrivée de ces 25 satellites pour avoir un système qui soit encore plus performant, en particulier au niveau de la latence et bien sûr de la capacité de transmission. Donc on est en mode IoT. Hein. Donc l'IoT, ça veut dire qu'on transmet quelques octets, on ne transmet pas énormément d'informations, mais des informations qui sont pertinentes. Donc par exemple, quand vous allez avoir un capteur de température ou d'humidité, vous n'avez pas besoin de transmettre trop d'informations, vous n'avez pas besoin de le transmettre toutes les secondes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est adapté à ce genre de choses. Et même chose si vous voulez repérer une transhumance d'animaux, de bétail, etc. Voilà. Donc, ça, c'est un élément, à mon avis, qui va être très intéressant par rapport à la capacité de déployer un certain nombre d'applications dans des zones qui aujourd'hui posent des problèmes, simplement pour des raisons de communication. On va passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc là, je vais faire un petit panorama des satellites d'observation de la Terre. Donc le programme Sentinelle, qui est un programme, enfin c'est Copernicus, hein, le programme, et donc qui comporte un certain nombre de satellites Sentinelle, programme financé par l'Europe, avec 2 satellites aujourd'hui qui sont vraiment très très importants pour l'agriculture. Donc le Sentinelle-2, Sentinelle-1, là vous avez les dates de lancement. Alors on va commencer par Sentinelle-2, c'est un satellite optique donc qui a une couverture mondiale. Donc là, tout l'ensemble de la Terre est couverte sous réserve, il n'y a pas de nuages. C'est toujours le problème de l'optique, c'est que si vous avez des nuages, bien sûr, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais bon, lui, il va balayer l'ensemble de la Terre tous les 5 jours. Il a 13 bandes spectrales, on y reviendra sur le choix de ces bandes spectrales. Et sa résolution, elle est entre 10 mètres et 60 mètres selon les bandes spectrales. Et d'ailleurs, celles qui nous intéressent le plus sont à 10 mètres. Donc, c'est-à-dire que le pixel, il fait 10 mètres par 10 mètres, 100 mètres carrés. Ça commence à être assez intéressant en termes de précision. Donc après, vous avez un autre satellite qui s'appelle le Sentinelle-1, donc là qui est complètement différent, c'est sur une technique radar, donc c'est un imageur radar, qui lui aussi a une couverture mondiale. Il a une revisite à 6 jours, donc c'est comparable, et une résolution de 10 mètres. Donc là, le radar, il a l'avantage de ne pas être gêné par les nuages. Donc s'il y a des nuages, vous allez quand même avoir des informations exploitables. Le traitement de l'imagerie radar est plus compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, il vous donne des informations sur la texture. Donc quand vous voulez, par exemple, on y reviendra en forêt, regarder s'il y a des zones déforestées, etc. Il y a des informations intéressantes que vous allez voir avec le radar. Donc globalement, de toute façon, il y a une complémentarité entre le radar et l'optique. Et de plus en plus, dans les applications qu'on développe, on essaie d'utiliser les deux au mieux. Donc,
À travers ça, on est capable de faire des analyses multispectrales et multitemporelles. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que tous les 5 ou 6 jours, vous avez des données fraîches. Donc, vous pouvez regarder comment évolue un certain nombre de paramètres dans le temps. Ça, c'est très, très important pour le suivi des cultures en particulier. Et ce qui est aussi très important, c'est qu'il y a une pérennité qui est garantie du programme européen Copernicus, puisque la Commission européenne est en train déjà de préparer la suite. C'est comme Galiléo, on ne peut pas s'arrêter au milieu du gué. Donc aujourd'hui, ces programmes continueront avec le principe d'avoir des images qui sont gratuites, hein. Aussi bien Sentinelle-2A que Sentinelle-1A, ce sont des images qui sont gratuites. Donc on va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc là, vous pouvez lancer l'animation. Donc c'est pour illustrer pour Sentinelle-2, la notion de couverture mondiale. Donc vous voyez, il y a deux satellites qui sont en opposition de phase, hein, à 180 degrés. Donc là, vous voyez la trace qu'ils font. Donc il y a une trace finalement au-dessus de la Terre. Bon, après, c'est accéléré, hein, parce qu'en réalité, le satellite n'accélère pas. Mais là, ça vous montre qu'en 5 jours, finalement, tout le globe va être couvert par ces 2 satellites. Voilà. Au bout de 5 jours, vous avez, le satellite est passé au moins une fois sur toutes les zones du globe. Et toutes ces images-là, elles sont stockées, disponibles. Alors, ça fait beaucoup de données à traiter. Elles sont archivées. Donc là aussi, aujourd'hui, on est capable aussi de travailler sur des historiques déjà de 4-5 ans par rapport à l'existence du programme Sentinelle, qui permet aussi, par exemple, de tester des algorithmes d'apprentissage si on veut, si on a des données des années précédentes et qu'on veut regarder un petit peu l'apprentissage d'un algorithme d'intelligence artificielle sur des images qui datent de 2017 ou 2018 ou 2019. Voilà, donc on va passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Alors, ce qui est important, c'est quand bon, là, on parle d'aquaculture, c'est la réponse spectrale de la plante. Donc là, ce qui est important, c'est de voir que quand vous regardez la réponse spectrale, parce que ce qu'on mesure avec un satellite optique, c'est une radiance. Donc la plante, elle est éclairée par le soleil et elle renvoie un certain spectre, une certaine quantité de lumière. Donc là, au départ, vous êtes dans le domaine du visible, donc forcément, vous renvoyez un peu plus de vert, c'est quand même logique puisque en général, la plante, elle est verte. Et ce qui est vraiment important, c'est que je dirais la partie vigueur de la plante, elle est vraiment caractérisée par une pente très forte dans un domaine qu'on appelle le red edge, c'est vraiment le très proche infrarouge. Donc là, vous voyez qu'il y a une pente très, très importante sur la réflectance. Donc la réflectance, c'est la quantité de lumière renvoyée par la plante en fonction, vous avez en abscisse donc la longueur d'onde de la lumière. Et sur la droite, ce que vous voyez, le petit schéma, c'est vous voyez que entre une plante qui est bien vigoureuse, donc là, avec des feuilles vertes, donc ça c'est la courbe verte, une plante qui commence à être un peu la feuille est rouge, la feuille est jaune ou la feuille est marron, vous voyez bien la grosse différence que l'on a sur la réponse spectrale. Et c'est ça qu'on va utiliser pour voir la vigueur de la culture. On va passer à la planche suivante. Vous êtes déjà. Et alors justement, donc, sur ce qu'on appelle la diversité spectrale de Sentinelle. Pour une semaine. Disons que. Et M. Eloi, il a pour quand et quand? M. Eloi, en fait, regarde, mais quand ça arrive, on saute. C'est rendu une séance en catastrophique. Le jour, il y a eu l'événement. Vous avez voilà, donc entre B4 et B8, vous voyez qu'il y a plein de bandes qui ont été définies, qui sont justement les bandes qui sont intéressantes pour les aspects végétation. Donc vraiment, Sentinelle-2 a été conçu pour observer la végétation. C'est ça que montrent finalement ces deux figures, à la fois la réponse spectrale de la végétation et les bandes qui ont été choisies sur l'instrument. On peut passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Alors après, vous avez d'autres, donc ça, Sentinelle, c'est le programme européen. Vous avez d'autres satellites multispectraux, donc vous avez maintenant Landsat 8 et Landsat 9 qui vient d'être lancés. Ce sont aussi des données qui sont gratuites. Donc Landsat, c'est un programme américain. Donc là, on est un peu moins résolu. On est à 30 mètres au lieu de 10 mètres. On a 9 bandes spectrales et une fauchée donc une fauchée, comme elle est plus faible, c'est 300 km pour Sentinelle-2. Donc la revisite est un peu plus faible. Mais enfin, ça peut être un très bon complément.
Donc, et ce qui est intéressant aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on a deux bandes spectrales dans l'infrarouge thermique, qui est intéressant pour la partie évapotranspiration. Donc, pour les problèmes de sécheresse, on a besoin d'informations dans l'infrarouge thermique. Donc, sur Landsat, on a des bandes qui sont intéressantes. Là, je mentionne le programme Vénus, qui est un programme qui a été fait en coopération avec Israël. Bon, donc, où là, on a une résolution qui est plus faible, une fauchée, par contre, on a une fauchée beaucoup plus petite. Bon, ça, quelque part, je le considère comme un petit peu un programme exploratoire qui permet éventuellement de voir ce qu'on pourra faire en améliorant la résolution, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de la suite de Sentinel, les gens réfléchissent à l'évolution des performances de l'instrument qui sera embarqué sur la prochaine génération. Voilà, alors c'est aussi un instrument multispectral, parce que vous avez 12 bandes spectrales, donc vraiment quelque chose qui est conçu pour la végétation. Voilà, donc là, on est sur des multispectrales avec à peu près la même résolution, et après, on a les satellites qu'on appelle de très haute résolution spatiale. Alors là, c'est différent parce que vous êtes là, comme vous avez forcément, vous avez des zooms, hein, on est en très haute résolution, donc on va regarder des choses moins importantes. Donc il faut programmer, donc c'est une programmation à la demande, et les données sont payantes. On n'est plus sur des données, sur des images gratuites. Donc là, je fais une liste un petit peu aujourd'hui de ce qui existe au niveau français, européen. Il y a des offres au niveau des États-Unis, mais j'en parle pas. Donc il y a Spot 6, Spot 7 aujourd'hui, donc qui est bien connu, qui est utilisé dans pas mal de projets. Donc on est sur une résolution de 1,50 m. Alors ce qu'on appelle panchromatique, on va dire grosso modo, c'est le noir et blanc. Si on est sur des bandes spectrales, il y en a beaucoup moins, il y en a 4, on est à 6 mètres. Et l'emprise d'image, 60 km par 60 km. Donc ça, vous avez une résolution un petit peu améliorée. Après, il y a Pléiades A et B, donc qui sont opérationnels. Vous avez 5 bandes aussi, donc une panchro et 4 bandes multispectrales. Là, vous descendez à 70 cm de résolution panchromatique, et donc ça veut dire 2,80 m en termes de bande spectrale. Sachant qu'il faut avoir en tête, c'est 10 mètres pour Sentinelle, avec une fauchée de 20 km. Et la dernière génération, Pléiades Neo, 4 satellites, il y en a déjà 2 qui ont été lancés. Donc et le premier va être en mode opérationnel au mois de novembre, donc c'est demain, avec 6 bandes. Ils ont rajouté une bande dans l'infrarouge, si je ne me trompe pas. Résolution 30 cm en panchro, 1,20 m donc en spectral, vous voyez, vous êtes 1,20 m. Panchro, ça veut dire que vous êtes pratiquement sur de la photographie aérienne que l'on a en France, avec IGN, c'est 20 cm. Donc là, vous allez voir des sacrés détails, et sur une fauchée de 14 km. Voilà, donc ça veut dire qu'à un moment, si vous avez besoin de zoomer, vous avez ces solutions-là, qui peuvent être intéressantes pour certaines applications. Bon, moi, j'en parle pas trop parce que c'est peut-être, en particulier dans le domaine de la viticulture, on a des activités sur la viticulture. Souvent, la résolution Sentinelle n'est pas suffisante, donc on va utiliser ces images-là pour aller voir des choses sur la bonne santé de la vigne. Voilà, donc là, vous avez une idée de l'offre. Il y en a une que j'ai oubliée, que je vais quand même mentionner, c'est qu'on a un programme qui s'appelle CO3D, qui est en cours de développement et qui devrait être opérationnel, je crois, en 2023 ou 2024. Donc là aussi, c'est demain. Donc ça va être 4 satellites qui vont permettre en particulier de faire de la troisième dimension, d'avoir une mesure de la hauteur. Donc ça, la troisième dimension, elle est importante, on y reviendra en particulier pour la forêt. Donc ces satellites, ils vont être phasés de telle manière qu'on puisse le faire de manière efficace. Et leur performance est quand même assez bluffante, puisqu'on aura donc une résolution de 50 cm en panchro et de 50 cm aussi sur les bandes spectrales. Donc sur les bandes spectrales, avec ces nouveaux satellites, on aura 50 cm de résolution. Donc tout ça montre qu'on a un potentiel aujourd'hui d'aller plus loin dans l'utilisation des images satellitaires, parce que, un, vous en avez beaucoup, et deux, elles sont de plus en plus de qualité et précises. Alors, on va passer à la planche suivante. Donc après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait de ces images satellitaires? Alors, vous avez dû entendre parler du NDVI, donc qui veut dire Normalized Difference Vegetation Index. Je vous donne la définition. Grosso modo, c'est vraiment quelque chose qui indique la vigueur de la plante. Et c'est là où on voit que c'est quelque part une différence entre la réponse dans le proche infrarouge et la réponse dans le rouge. Donc c'est vraiment un truc très facile à calculer, puisque c'est une équation, on ne peut pas faire beaucoup plus simple, sur la réponse de 2 canaux. Donc c'est très intéressant parce que ça vous indique quand même, c'est un bon indicateur de la vigueur de la plante.
Ça vous permet de donc c'est indépendant de la culture, puisque simplement c'est de la réflectance qu'on mesure et c'est vraiment intéressant pour mettre, en évidence de l'hétérogénéité d'une culture dans une parcelle. Ça marche très bien. Après donc l'inconvénient, c'est que ça dépend de la réponse spectrale du capteur, bien sûr. Dépend des conditions d'éclairement au moment de la prise de vue. Alors là, c'est quand même un élément très, très important du satellite, souvent par rapport au drone. C'est que le satellite, il va passer, au-dessus de la zone qu'il va regarder toujours à la même heure. Alors que quand vous avez un drone, ben, un drone, il peut un jour, il peut le faire, il y a du soleil, un peu il peut le faire sous des nuages donc et là, il faut que la calibration est quand même très, très importante et aujourd'hui, le satellite est quand même, à mon avis, très, très bien positionné en termes de qualité de calibration. Et après, le NDVI, ce qu'on sait, c'est qu'en fin de cycle de croissance de la plante, donc il varie entre 0 et 1. Donc 0, c'est un sol nu. 1, c'est la plante, elle est très verte, je vais le traduire comme ça. Mais quand on est sur les fins de croissance, ça a tendance à saturer, donc on ne voit pas grand-chose. Alors après, donc il faut, ça c'est un premier niveau, mais souvent on a besoin de choses un peu plus, je dirais, parlantes, qui sont les paramètres biophysiques. Donc où là, on va quand même, à partir de ces mesures satellitaires, commencer à donner des choses qui caractérisent la plante. Donc, ces paramètres biophysiques, on les corrige des capteurs et des conditions d'éclairement, donc c'est la partie calibration, et on va prendre en compte la caractéristique de la plante pour certains d'entre eux. Donc, on va passer à la planche suivante. Alors, il y en a un certain nombre, je ne vais peut-être pas tous les détailler, c'est les principaux utilisés, ça c'est à titre d'information. Ce qu'on va regarder souvent, on va les utiliser pour estimer la biomasse. La grande majorité de ces paramètres biophysiques qu'on va utiliser, c'est quelque part l'estimation de la biomasse. Parce que quand on va faire je dirais de l'utilisation du satellite pour un certain nombre de choses, souvent on aura besoin du satellite qui va recaler des modèles agronomiques en termes de biomasse. Et comme vous avez quelque chose qui est régulier et qui varie dans le temps, il y a vraiment le satellite une fonction de recalage des modèles pour que le modèle s'assure par rapport à une estimation de croissance de plante qu'il a définie sur un modèle agronomique, ça correspond à une réalité qui est observée par le satellite. Voilà, donc je ne vais pas détailler plus que ça, parce qu'il est déjà à 33. On va passer à la planche suivante. Alors après, c'est un peu donc on parle beaucoup d'outils d'aide à la décision. Bon, il y en a beaucoup, des très efficaces, il n'y en a peut-être pas tant que ça. Parce que c'est compliqué de le valider, il faut du temps, il faut qu'il soit économiquement rentable. Il y a aussi, j'ai bien aimé la discussion qui a été faite aussi, sur la première présentation. Il y a un problème de modèle économique et c'est très difficile de trouver, enfin, c'est pas facile de trouver un modèle économique sur le long terme. Donc grosso modo, lorsque vous allez vouloir développer un EOAD, vous allez partir d'observations vues du haut. Donc vous avez les satellites, vous pouvez avoir l'avion, vous pouvez avoir le drone. Donc ça, c'est l'observation, ce que vous allez avoir de l'ortho-image. Donc après, généralement, vous allez utiliser des données des systèmes d'information géographique qui vous importent déjà des informations sur la connaissance de la structuration, de l'occupation des sols, etc., etc. Alors nous, on a beaucoup de choses en France et en Europe. En Afrique, peut-être un peu moins, mais je pense qu'il y a des choses. Donc ça, mais il faut surtout pas négliger l'existant parce que c'est quand même quelque chose qui permet de croiser les données. Et vous avez ces fameuses données de référence. Et là, j'ai remis quelque part la personne dans le champ, avec sa tablette, avec son smartphone, qui va quelque part vérifier un certain nombre de choses. On lui demande de vérifier, je ne sais pas, l'état des plants, etc. Donc ça, bien. Donc d'où l'importance des données de référence. Et puis après, vous allez avoir tout ça qui va rentrer dans votre modèle agronomique. Ça, c'est vraiment le OAD complet. Donc, il va intégrer les données, je dirais, de connaissance de la vigueur de la culture et qui vont devoir aussi être mixées avec des données de la météo, parce qu'évidemment que la météo, elle est fondamentale pour tout ce qui est agriculture, et des données du sol. En sachant que les données du sol, aujourd'hui, on n'a pas de connaissance, il n'y a pas de modèle qui permette d'avoir une connaissance très précise du sol à des grandes échelles. Si on veut des données sol locales, il faut généralement les acquérir par des moyens sol, puisque le satellite n'est pas aujourd'hui adapté
pour déterminer les caractéristiques du sol. Et, le satellite, même en radar, il rentre pas en profondeur dans le sol. Donc une fois que vous avez fait ça, bah, vous allez votre outil d'aide à la décision qui peut faire de la fertilisation, traitement phyto, de l'irrigation ou du bilan carbone. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est générique en termes de chaîne de traitement. On va passer à la planche suivante. Donc là, après, on parle d'agriculture de précision, parce que là, l'OAD, ça peut être à des échelles d'exploitation, ça peut être à des échelles de région, et cetera. Donc, je veux dire, et quand on parle d'agriculture de précision, là, on est généralement à l'échelle de la parcelle. Donc, on est sur des choses qui permettent d'optimiser, je dirais, la culture sur la parcelle, où on retrouve un petit peu les mêmes choses, hein. On a besoin d'informations donc de météo, mais souvent de la météo locale, d'où, souvent la présence de capteurs locaux, à proximité des champs, dans le champ, qu'on va connecter par des techniques d'internet des objets. Caractéristiques du sol, ben, on essaie d'en avoir le plus possible. Alors si c'est pas très précis, on prend ce qu'on a. Si vraiment on a besoin de quelque chose de précis, eh bien on a besoin de le faire avec des mesures terrain. Et puis, toute cette partie, observation, donc observation des cultures, donc bah, du satellite, souvent suffisant, du drone dans certains cas, quand il faut vraiment avoir des informations très, très précises. Il faut savoir aujourd'hui qu'un drone, on peut avoir des résolutions spatiales, ce qu'on appelle résolution spatiale du centimètre, mais le problème, c'est qu'il ne va pas vous faire des grandes surfaces, donc on peut pas voilà, vous êtes très précis, mais ça prend du temps. En plus, je ne parle pas des problèmes de mise en œuvre, il y a quand même beaucoup de réglementations sur la mise en œuvre des drones et de l'observation de terrain, et là, j'ai remis la petite application avec la tablette. Et puis après, des techniques culturales. L'idée aussi, c'est que de plus en plus, les informations remontent directement à travers, je dirais, ce qu'on appelle les systèmes de gestion des agriculteurs, qui vont par exemple dire, ben là, j'ai apporté du fumier organique, là, j'ai exporté mes pailles, des choses qui sont importantes derrière sur un certain nombre d'outils à des décisions. Par exemple, si on veut faire du bilan carbone, il faut savoir si quelque part l'engrais qui a été apporté, c'est du minéral ou de l'organique, c'est pas du tout pareil. Et est-ce que les pailles, elles ont été exportées ou pas après la moisson? Là aussi, ça a un gros impact sur le résultat. Donc une fois qu'on a tout ça, ben, on fait des outils d'aide à la décision avec des cartes de modulation. Donc j'ai un petit exemple, alors bien sûr là aussi, géolocalisation fondamentale, puisque à un moment quand vous faites de la modélisation en particulier intraparcellaire, ça veut dire que votre tracteur sait exactement où il est dans le champ. Donc, quand il dit exactement, on va dire on est à quelques 10 centimètres, et qu'à travers cette carte-là, il saura mettre la quantité, ça peut être de produits phyto, d'engrais, etc., en fonction de la carte qui lui dit la quantité à appliquer à un endroit donné. Alors on va passer à la planche suivante, s'il vous plaît. On peut passer à la planche suivante, vous m'entendez? Voilà. Donc là, une petite animation, donc j'espère que ça ne sera pas trop long. Voilà, donc il montre un peu le principe, c'est que vous avez le satellite, là, qui est à peu près à 800 kilomètres, qui lui va observer avec un certain nombre d'images vos champs. Donc là, on est plutôt sur de la très haute résolution, hein, donc on a aux parcelles. Et à partir de là, ben, on est ces fameux paramètres biophysiques, on va estimer la biomasse, teneur en chlorophylle. On a des informations météo. Et à partir de là, on va être capable de faire des cartes de préconisation, par exemple d'azote. Là, on est sur la modulation d'engrais azotés. Donc ces cartes-là vont vous dire en fonction de ce qu'on a observé dans votre parcelle, il y a des zones qui sont très vigoureuses, ben, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Des zones qui le sont moins, il faut en mettre un peu plus. Et cette carte-là, elle va être chargée sur la console d'un tracteur, avec une localisation par signaux de navigation satellitaire. Là, c'est la petite antenne là, qui est en train de recevoir les signaux. Et cette carte-là va permettre avec, après il faut l'équipement qui aille bien, hein, il faut un épandeur qui soit capable de gérer la modulation, mais ça existe. Et donc là, vous allez vraiment faire ce qu'on appelle de la modulation, donc appliquer la bonne dose au bon endroit. On va passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Passer à la suivante.
Vous m'entendez? Allô? Ah voilà. Donc là, c'est aussi une petite animation. Bon, ça va un peu vite. C'est ce qu'on appelle les cartes d'occupation des sols. Voilà. Donc là, vous voyez, au niveau de la France, aujourd'hui, on sait faire tous les ans une carte d'occupation des sols. Donc là, vous avez des classifications qui sont faites. Alors là, c'est vraiment intéressant, c'est la notion de connaître comment son territoire est utilisé. Donc là, par exemple, en rose, vous avez les zones urbaines, hein, on reconnaît la région parisienne, on reconnaît même la tâche de Toulouse. Vous avez une première classification sur les forêts, certaines cultures, etc. Donc ça vous donne quand même une indication de l'occupation des sols. Alors, si, je ne sais pas, elle est lancée la vidéo ou pas? Oui. Voilà, bon, c'est toujours un peu laborieux. Donc, on n'a pas tout vu, mais c'est pas grave. Une fois qu'on a ça, on va avoir ce qu'on appelle des indices de confiance. Donc, quand vous faites une classification, hein, c'est des logiciels d'intelligence artificielle. Quand vous faites une classification, vous allez avoir un indice de confiance. Donc, il y a certaines classes qui sont plus faciles à détecter d'autres. Par exemple, les forêts, généralement, on les détecte bien. Je vais vous donner un exemple qui est difficile. Si vous voulez faire une différence entre du blé de printemps et de l'orge, ça ne va pas être évident. Donc voilà, donc ça c'est cet aspect indice de confiance. Et après, ben, vous pouvez sortir toutes les statistiques que vous voulez. Donc ça c'est illustré par la vidéo, puis quand même, ça ne marche pas très bien, on va aller assez vite. Donc, une fois que vous avez ces informations-là, là, ils ont fait un traitement statistique je crois, sur 3 années. Donc, les cartes aujourd'hui en France métropolitaine sont générées par le CNES. Ben, vous pouvez comparer des départements. Voilà, là, vous avez l'occupation. Vous pouvez comparer comment sont situés les départements en termes de zones urbanisées, zones agricoles, etc. Donc, derrière, une fois que vous avez ces informations-là, parce que l'information, c'est au niveau du pixel, hein, donc c'est-à-dire que c'est carte d'occupation des sols. Ce qui est important de dire, c'est que chaque pixel de 10 mètres par 10 mètres, il est classé. On dit ça, ce pixel-là, c'est de la forêt, c'est du blé, c'est du tournesol, etc. Donc, une fois que vous avez ça, que vous savez où sont les contours des communes, vous savez où sont les contours des départements ou les contours des pays, vous pouvez faire tout un tas de traitements qui peuvent intéresser. Donc là, vous avez l'ensemble des traitements qui peuvent intéresser les organismes gestionnaires, les gouvernements, etc., pour avoir une idée claire de l'occupation des sols et de son évolution dans le temps. Puisque là, on est capable après de voir comment évoluent les choses dans le temps. Voilà, donc vous verrez que y a tout, systématiquement, j'ai mis le lien, je ne l'ai pas dit, mais à chaque fois en dessous du titre, je vous ai mis le lien pour récupérer ces informations-là, alors pas la vidéo. Et ce qui est important, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Theia Land, qui est une association de laboratoires qui travaillent sur la thématique donc d'utilisation d'images satellitaires pour des applications liées aux terres émergées et qui sont organisés en ce qu'on appelle en centre d'expertise scientifique, en CES. Et là, vous avez des choses qui relèvent de l'occupation des sols, des choses vous en verrez d'autres, de l'irrigation, etc. Donc, à chaque fois qu'il y avait des choses intéressantes pour vous à regarder, pour savoir un petit peu ce qui se fait, je vous ai mis le lien. Et sachant qu'aujourd'hui, on est sur des approches un petit peu préopérationnelles, donc c'est des chercheurs qui ont travaillé dans le cadre de thèses, etc., pour valider, je dirais, un concept, mais on n'est pas encore sur des systèmes ou des services qui soient des services complètement opérationnels. Mais ça vous donne une idée du potentiel je dirais, d'un certain nombre de traitements dans différentes thématiques. Donc, on va passer à la planche suivante. Monsieur Chapuis, désolé, mais il vous reste encore maximum 10 minutes. Hein. Oui, oui, mais oui. OK. Bon, celle-là, on va passer vite. Ça, c'est la même chose, mais sauf qu'on le fait en cours d'année. Donc, alors, on est toujours sur la même planche, il serait possible de changer. Voilà, donc ça, c'est aussi un exemple de ce qu'on a fait avec des images satellites pour l'estimation des rendements. Donc là, c'est pour le maïs. Juste pour illustrer, vous voyez que donc théoriquement, si l'estimation est parfaite, on devrait tout avoir sur la diagonale, puisque c'est des mesures, enfin des choses qui ont été mesurées avec des enquêtes statistiques et ce qu'on a obtenu avec du satellite à partir d'images sentinelles. Et donc globalement, on est quand même bien autour de la médiane. Et sur le maïs, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a vu 2 taches jaunes. Et au début, on ne savait pas pourquoi. Et puis finalement, c'est la différence entre le maïs
qui est irrigué et le maïs qui n'est pas irrigué. Donc ça a été dit, je crois, tout à l'heure, enfin hier, vous voyez 40 quinto-hectares de différence entre un maïs irrigué et un maïs pas irrigué. On retrouve des choses. Donc derrière, après, on sait où c'est. On va passer à la planche suivante. Donc là, donc le mieux utiliser la ressource en eau, donc ça c'est un petit peu l'état général. Donc clairement, c'est un problème qui concerne tout le monde. Alors je vais l'illustrer par quelques cas, donc on va passer rapidement sur cette planche-là. On passe à la suivante. Donc il y a un satellite aujourd'hui qui s'appelle SMOS européen, qui lui permet de mesurer l'humidité des sols avec une résolution spatiale qui est assez importante, mais quand on veut des informations un petit peu à l'échelle des régions sur des problèmes de sécheresse, etc., c'est un satellite qui a beaucoup d'intérêt. Donc, on va passer à la planche suivante. Donc voilà, donc, en utilisant ces données, il y a, donc dans le cadre de TEIA, ils ont regardé donc, une estimation de l'humidité dans la zone racinaire. Parce que bien sûr, ce qui est important, ce n'est pas forcément l'humidité au-dessus, mais l'humidité dans la zone racinaire. Et leur étude a été assez intéressante, parce que si vous voyez donc ce qui s'est passé, enfin, les résultats en 2015 et en 2019, donc quand c'est en bleu, ben, ça veut dire qu'il y a de l'humidité, quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est sec. Vous voyez qu'au niveau de la zone amazonienne et de la zone australienne, clairement en 2019, c'était beaucoup, beaucoup plus sec, hein, c'est beaucoup plus rouge. Et ça a expliqué en particulier le grand nombre de feux de forêt qu'on a eu à ce moment-là, puisque la forêt était anormalement sèche en 2019. Voilà, donc c'est des choses qui sont intéressantes à l'échelle globale. On va passer à la planche suivante. Donc là, c'est plutôt des cartes à l'échelle locale. Donc on va utiliser des données Sentinel-1 et Sentinel-2, et là, on va mesurer l'humidité des sols. Donc, sachant que là, cette humidité des sols, la résolution, c'est 0,2 hectares, donc ça commence à être précis. Et ces cartes-là, elles sont pour l'instant générées sur certaines régions, en France et hors France. Là, il y a une partie ici en Liban, bon, c'est petit, vous ne voyez pas, ou au Maroc. Elles sont générées tous les 6 jours. Donc, ce qui permet d'avoir une information sur l'humidité du sol tous les 6 jours grâce aux données Sentinel-1 ou Sentinel-2. Et on va passer à la planche suivante. Voilà, et là, c'est la dernière illustration sur la partie culture irriguée. Donc là, c'est une autre approche. On est capable de détecter les parcelles qui sont irriguées de celles qui ne sont pas irriguées. Donc là, vous avez dans la région autour de Toulouse, là, on voit Toulouse au milieu, ou quelque chose qui a été fait sur la Catalogne. Donc là, ce qui est aussi très, très important pour les sociétés qui gèrent l'eau, la distribution d'eau, d'avoir une vision globale des parcelles qui sont irriguées ou qui ne sont pas irriguées à l'échelle souvent d'un bassin versant. On va passer à la diapositive suivante. Donc là, on doit être sur du Sentinel-1, Sentinel-2. Donc après, par rapport aussi à la connaissance des cultures, on a ce qu'on appelle le stress hydrique, qui est lié donc à la température thermique des plantes et à son évapotranspiration. Donc là, il y a une mission franco-indienne qui s'appelle Trishna, qui est aujourd'hui en cours, avec une mise en orbite qui est prévue en 2025. Et ce qui est important, c'est que pour voir ça, il faut aller regarder dans des bandes thermiques qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par les sentinelles et qui sont partiellement couverts par Landsat, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc on aura une résolution spatiale de 57 mètres, donc il sera beaucoup mieux que ce qu'on a actuellement. Pour l'instant, c'est 100 mètres que l'on a, et surtout une revisite de 3 jours. Donc avec ça, on sera capable de mesurer la température de surface des plantes, donc la détection du stress hydrique des plantes, point important pour savoir quand est-ce qu'il faut irriguer ou pas. On va passer à la planche suivante. Voilà, donc là, au niveau de TEIA, pareil, il y a un centre d'expertise scientifique sur l'évapotranspiration qui a travaillé sur différentes thématiques. Bon, je ne vais pas les détailler. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont développé un OAD sur l'irrigation qui s'appelle SATIR. Et aujourd'hui, cet OAD a été transféré à une société de service qui en fait un service commercial qui s'appelle Wago. Donc aujourd'hui, tout le travail, là, on est dans le cas où tout le travail, je dirais, scientifique a permis de développer un système qui est opérationnel et dédié à l'optimisation de l'irrigation en utilisant la partie évapotranspiration.
On va passer à la planche suivante. Voilà, et ça pour l'agriculture, ce sera le dernier point, c'est le stockage du carbone dans le sol. Donc là, aujourd'hui, on y travaille avec INRAE. Là, ça montre tous les éléments qui sont nécessaires pour faire cette estimation de stockage du carbone tous les ans. Donc on utilise du satellite pour justement faire l'estimation de la biomasse. On va utiliser les données météo, des données agronomiques, des données du sol. On a un modèle du sol, un modèle de la plante, et avec tout ça, on fera une estimation de biomasse et on sera en mesure d'estimer le carbone stocké au niveau de chaque parcelle, donc avec des enjeux très très importants au niveau de la politique agricole commune et éventuellement des échanges de crédits carbone si ça se fait, sachant que pour l'instant le marché reste à consolider. On va passer à la planche suivante. Donc on va passer à la forêt, si je ne me trompe pas. Ouais. Bien, on peut voir la planche suivante, s'il vous plaît. La planche suivante est passée chez nous. Bah, non, pour l'instant, on est toujours sur le stockage du carbone dans le sol. Moi, j'ai pas vu d'évolution sur mon écran. Ah voilà, donc la gestion de la forêt. Donc aujourd'hui, en termes de besoins, donc il faut caractériser les zones forestières. Il y a des besoins qui peuvent être liés à l'exploitation. Un besoin, évidemment, je pense particulièrement en Afrique, sur la surveillance de la déforestation. Surveillance sanitaire, donc en particulier nous en métropole, on a vraiment des problèmes d'impact de maladies ravageurs et de stress hydrique sur nos forêts. La gestion des risques et des incendies, des tempêtes, là aussi avec des phénomènes météorologiques de plus en plus violents. Et puis l'impact écologique, puisque la forêt est vraiment très très importante en termes d'écologie, à la fois sur la biodiversité et sur le cycle de l'eau, du carbone. On peut passer à la planche suivante, s'il vous plaît. Donc pour la forêt, bon, pareil, avec quoi on va l'observer? Soit des satellites, soit des avions, soit des drones. Un point important à mentionner, c'est que il y a la notion de lidar. C'est-à-dire que la forêt, souvent, on veut savoir ce qu'il y a en dessous de la canopée, avoir des informations sur la hauteur des arbres. Et là, aujourd'hui, le lidar est un instrument intéressant, hein. C'est un instrument à base de laser, hein, de réflexion de laser. Sachant que le lidar, aujourd'hui, on n'a pas vraiment, enfin, au niveau satellitaire, on est un petit peu faible. Donc souvent, les campagnes de lidar se font aéroportées. Et là encore, on aura besoin d'observation de terrain, soit par des relevés d'opérateurs, donc ce qu'on appelle des inventaires forestiers, ou on peut aussi imaginer un capteur, par exemple ici, là, qui va mesurer la grosseur du tronc et qui va quelque part donner des points de référence par rapport à ce qu'on veut observer. On passe à la planche suivante, s'il vous plaît. Donc, on a une mission qui est très importante pour la forêt, qui s'appelle la mission biomasse, donc qui est prévue en 2023. Et donc qui est vraiment focalisé en plus sur la forêt tropicale et subtropicale. Donc là, ça concerne en premier lieu l'Afrique, hein. Nos zones, les zones européennes ne sont pas couvertes par cette mission-là. Il y a à la fois le suivi de la biomasse, à la fois la hauteur des arbres, et donc avec quand même une régression spatiale de 200 mètres, ce qui n'est pas loin d'être inintéressant pour la forêt, et une revisite de 3 jours. Donc je pense que par rapport à la connaissance de l'évolution de la forêt, cette mission, qui est une mission européenne. Alors, j'avais une petite perte de connexion, donc on est passé non, on est toujours sur la même planche. De toute façon, je les ai à peu près en tête. Donc, voilà, donc là, il y a je mentionne encore un autre centre d'expertise scientifique, donc de TEIA, qui travaille sur la forêt. Donc là, ils ont utilisé des images radar, donc du satellite ALOS, pour faire une estimation de biomasse. Donc là, c'est l'exemple qu'ils ont fait sur l'ensemble du Gabon,
Donc estimer l'estimation de biomasse liée à la forêt, ou pas forcément à la forêt. Donc là, quand même, c'est des informations intéressantes qui peuvent être importantes sur la connaissance d'un territoire. Et puis surtout, après, on peut regarder en termes d'évolution, parce que l'intérêt, c'est de regarder l'évolution dans le temps de cette information biomasse. Et on terminera par la dernière planche qui est sur la déforestation. Voilà, donc là, où on a au niveau français, en particulier au niveau de la Guyane française, on a quelque chose de complètement opérationnel qui est mis en œuvre par ONF international depuis 2016. Donc, ils utilisent des images radar Sentinelle-1, puisque la Guyane française, il y a beaucoup de nuages, hein, donc là, l'optique, ça pose des problèmes. Et grâce à ces images radar, aujourd'hui, ils sont capables de faire un suivi. Vous voyez, là, vous avez l'évolution dans le temps, donc c'est mois par mois. Et on est capable de faire un suivi donc, des zones qui sont déforestées de manière légale ou illégale donc, dans la forêt guyanaise, avec une résolution spatiale de 20 mètres. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma présentation. Excusez-moi, j'étais peut-être un peu long. Et je suis ouvert à toute question sur le sujet. Merci, Monsieur Chapuis. Nous avons le temps pour une, voire deux questions, mais peut-être est-ce que il y a des gens qui sont connectés qui ont une question? Je ne vois pas de main qui se lève dans la salle. Une question dans la salle. Vas-y. Alors, oui, ma question c'est quels sont vos partenaires, vos grands partenaires industriels au fond, que vous travaillez, ou industriels ou pas, enfin plutôt, oui, si plutôt du côté de l'industrie. Je pense que vous avez comme partenaire l'INRAE, vous avez des différents organisations. Alors effectivement, on a signé un partenariat, le CNES, avec INRAE en janvier 2019. Donc INRAE nous apporte toute sa compétence agronomique, hein, puisqu'il ne faut pas oublier quand même qu'on parle d'agriculture ou de forêt, il y a la compétence agronomique, elle est fondamentale, et ça, ce n'est pas notre métier au CNES. On a des partenariats avec IGN, en particulier IGN International. On a des partenariats avec l'Office national des forêts. Sur les activités donc, plus orientées vers l'Afrique, on travaille avec le CIRAD, on travaille avec l'IRD, on travaille avec l'Agence française pour le développement. Donc là, c'est la possibilité d'avoir des relais vers en particulier vers l'Afrique. Et après, nous, aujourd'hui, on essaye donc de développer un écosystème donc de sociétés qui sont capables de mettre en œuvre des services opérationnels. C'est ce que donc ça, on le fait depuis quelques temps. Donc c'est pas évident. C'est pas évident d'avoir quelque chose qui dure et qui soit économiquement viable. Il y a un exemple qu'on peut citer, par exemple, sur la modulation d'engrais. Bon, aujourd'hui, c'est Airbus qui l'avait développé il y a 20 ans. Un produit qui s'appelle Framstar. Oui. Donc, ce produit Farmstar, il existe depuis 20 ans, il marche toujours, et c'est un produit aujourd'hui qui est reconnu. Et d'ailleurs, on est en train de regarder si on ne peut pas le favoriser à l'export. Après, je vous ai mentionné la société Terranis, qui aujourd'hui bénéficie du service WAGO dans le cadre d'un transfert technologique qu'on a fait donc, avec le CESBio. Le CESBio, c'est un laboratoire commun où il y a INRAE, l'Université Bol-Sabatier, etc. Il y a aussi le CNES. Donc, nous, aujourd'hui, je pense qu'on a quelques cas où ça commence à vraiment être sérieux, être en capacité d'offrir un vrai service. Et je pense qu'un élément important, c'est la pérennité des images. Je pense que pendant très longtemps, il m'a semblé que c'était difficile de s'engager sur un service pérenne parce qu'on n'avait pas de garantie sur les images, ce qui n'est plus le cas avec les images Sentinelle. On peut faire beaucoup de choses pour l'agriculture avec les images Sentinelle et sur la forêt. On peut faire déjà beaucoup de choses. Et puis, il y a d'autres cas aussi qui avaient été mentionnés, je pense, c'est l'histoire de la communication. Donc, le problème des zones blanches, qui était toujours un frein au développement. Bon, il me semble qu'avec Kineis, ça va être aussi un élément intéressant qui permettra de s'affranchir de ce problème de zone blanche et donc de pouvoir se déployer sans se poser la question. Parce que là, mettre en place, comme ça avait été dit, de mettre en place un réseau local LoRa, ouais, ça se fait, mais c'est pas. À mon avis, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, si vous avez une communication satellite, vous avez plus tout ça à mettre en œuvre, c'est beaucoup plus simple. Et après, il y a le modèle économique qui sera associé. Donc, il faut arriver à trouver l'équation. Et sachant que nous, on a deux approches. On travaille avec des acteurs régaliens,
Donc nous, le CNES en tant qu'organisme étatique, donc on travaille aujourd'hui avec les acteurs régaliens, entre autres pour mettre en place la politique qui va adresser des aspects écologiques et agroécologiques, et aussi avec des acteurs privés. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de relations avec des acteurs privés et on fait cette preuve de concept. On a aussi la capacité, dans certains cas, de faire de la preuve de concept et de vérifier que les algorithmes, en particulier d'intelligence artificielle, sont pertinents par rapport aux services qu'on attend.